Chaud, Aton, première. Donc Aton, 2020 s'est achevé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? De ne pas pouvoir faire de présentiel, d'être loin du public. Je suis passé de l'ombre à la lumière entre 2018 complètement dans l'ombre, 2019 complètement dans la lumière et 2020 retour. Alors c'est pas dans l'ombre parce qu'en fait il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. J'avais des conférences de prévues et boum, j'ai pu prendre du recul, voir ce qui était possible encore de faire et c'était les conférences en ligne. Ouais. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué. La présence humaine me manque. Voilà. Ouais. C'est important pour toi de rencontrer les gens qui te suivent. Mais pour moi, je me qualifie parfois, ou on me qualifie un peu comme un animal, et je fonctionne à l'instinct. Ce qui fait qu'en fait, j'ai besoin de ressentir, tu vois, la présence quand je suis en conférence, quand je suis en dédicace. Moi, je me charge de l'énergie qu'on me donne. Ok. Tu as sorti un livre, Feral, ton dernier, dans lequel tu donnes beaucoup de conseils à des jeunes donc pour atteindre des objectifs. Pourquoi c'est important de les aider, ces jeunes? Alors, je donne des conseils aux jeunes, surtout, mais aussi aux vieux. Ouais. Maintenant, les jeunes, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a manqué. C'est ce qui m'a manqué quand j'avais 16-17 ans, quand j'ai eu la vocation d'intégrer le GIGN, ou même après de devenir acteur. J'avais des inspirations, mais c'était unilatéral, il n'y avait pas d'échange avec les gens que je regardais avec des yeux qui brillaient, quoi. Et j'aurais voulu avoir plus d'échanges, avoir plus de partage de leur part, pour avancer, pour pouvoir m'aiguiller sur mes objectifs. Parce que moi, en fait, à 16 ans, comme j'explique dans Feral, j'ai fait ma liste des différentes étapes pour atteindre mon objectif, mais je l'ai fait tout seul, j'ai cherché tout seul. C'est un livre qui est sur la prépa physique, parce qu'avec Karim Clémenceau, il a fait un gros programme. C'est un partage aussi de préparation mentale, où quel état d'esprit il faut avoir. Alors, c'est pas seulement pour les unités d'élite, c'est pour tout, en fait, toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Et puis, préparation technique, où là on est quand même assez large, mais on oriente un peu sur les préparations, forces spéciales et tout ça. Mais c'est une philosophie de vie en fait. Et c'est une philosophie de vie que j'aurais aimé qu'on me partage il y a bien longtemps. C'est vrai que toi, quand tu étais jeune, il t'est déjà arrivé de te faire harceler, de te faire même taper, je le sais, et ton père il t'a dit, si tu veux pas te faire bouffer, il faut être un loup. Est-ce que tu t'en souviens de cette phrase? Ah ouais, ça a été un choc. En fait, moi j'ai été victime. Clairement, j'étais une victime. Victime de harcèlement, victime de violences injustes de la part des plus grands en école primaire. Et à un moment donné, mon père me dit, voilà, il faut que tu choisisses en fait. C'est soit tu te recroquevilles sur toi, tu te fais discret, tu n'existes plus, ou alors tu estimes que tu as ta place sur Terre, quoi, et puis tu as quelque chose à y faire, et tu vas te battre pour ça et tu vas prendre ta place. Et en fait, les inspirations, alors c'était simple, à l'époque, dans les années 80, c'était Stallone, c'était Van Damme, c'était Schwarzenegger, c'était des physiques forts. Et des charismes. Mais il y avait autre chose derrière. Quand on regarde par exemple Rambo, quand on regarde Rocky, c'est pas que de la force physique. D'ailleurs, Rocky, c'est un film dramatique. Oui, c'est vrai. C'est pas un film d'action, c'est pas un film d'action pur. Et en fait, là-dedans, on voit l'histoire d'un mec en fait qui doit se battre pour y arriver. Et il se bat. Et en fait, c'est la vie un peu de Stallone. Chaque personne, moi je me suis inspiré de beaucoup de gens qui ont dû se battre pour réussir. Ceux qui ont atteint, je vais dire, une notoriété par leur talent, par leurs compétences, c'est des gens qui ont dû prouver et qui se sont heurtés à l'adversité des gens, à devoir prouver en permanence et il a fallu se battre, alors physiquement parfois. Mais d'accord, la violence ne résout pas tout. Non, bien sûr, c'est ce que j'explique souvent, la violence ne résout pas tout, mais elle résout certaines crises. C'est vrai aussi. Sinon, il n'y aurait pas de GIGN, il n'y aurait pas de forces spéciales et tout ça. On n'irait pas travailler avec des armes, si ce n'était pas une solution envisageable. Donc ça, il faut bien en être conscient que la violence physique, l'usage, j'aime pas violence, parce que la violence est déraisonnée, contrairement à l'usage de la force. Moi, je suis pour un usage de la force mesuré, et si ça existe, et on regarde des films, c'est que ça en fait. C'est que des films sur la police, et sur les forces spéciales, il n'y a que ça qui marche. Ouais. Donc bon. Et après, les jeunes se font influencer, et puis... Ce qu'il faut, c'est prendre du recul, se dire qu'on peut être intelligent, que l'intelligence n'est pas une niche réservée à certains, à une élite qui n'existe pas. L'intelligence, tout le monde en est doté. Il suffit juste de mettre ça en marche, de trouver le bouton on. Et en fait, l'intelligence permet d'accéder et d'avancer dans un environnement et de ne pas souffrir, de ne pas être une victime. Donc oui, il y a la force physique, mais il y a aussi la force mentale et l'intelligence qui va faire qu'on va gérer avec tout ça et pouvoir avancer. Et c'est vrai que toi, au GIGN, ta première opération, elle était en Corse, il me semble. Ouais. Tu peux me la raconter ou pas? La première était dans une espèce de bar-boîte
où là on m'avait mis complètement sur une façade qu'on appelle aveugle, c'est-à-dire que j'étais avec mon HK MP5, c'était un pistolet mitrailleur, et en fait je n'avais absolument rien à surveiller, je ne servais à rien. C'est une question qu'on devait se poser quand on était en place, soit sur une mission d'appui ou d'infiltration, voilà, c'est se dire suis-je utile? Et la réponse était non. Donc en fait j'ai pris mon arme et je suis rentré dans cette boîte et voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ça s'est bien passé, on m'a pas grondé. Parce qu'en général, quand il y a un briefing, il faut s'y tenir. On m'a pas grondé, ils m'ont dit non, t'as bien fait, je crois même que c'était un test. Ensuite, dans la même nuit, en fait, j'ai fait une intervention. Je suis en tête de colonne, alors je suis pas le premier ou le deuxième, je dois être le troisième à rentrer. Et en fait, compte, on doit monter à l'étage et intervenir dans une chambre où dans cette chambre, il y a un individu qui est dangereux, qui est censé nous attendre avec une arme. C'est pour ça que c'est le GIGN qui est employé, c'est un terroriste corse. Et en fait, la porte explose, on monte dans l'appartement, on monte les escaliers, et là, je me retrouve face à une porte, j'ouvre la porte, arme au poing, lampe allumée, laser allumé, et en fait, qu'est-ce que je trouve? C'est un enfant qui est dans son lit, l'espèce de lit parapluie, et il est debout, parce que l'explosion l'a sans doute réveillé, et il est debout, et en fin de compte, ce que je vois, c'est mon halo de lumière autour de sa tête, et le laser sur sa tête. Et là, tout de suite, faut se réajuster. Faut enlever le casque, j'ai enlevé la cagoule, j'ai rangé l'arme, je l'ai pris dans mes bras. Le médecin est venu après derrière, le père a été interpellé, on a appelé la mère, on a fait la transition sans qu'elle voie mon visage et tout, et ça s'est relativement bien passé. Le gamin, en fait, il a été réveillé, mais il n'a pas trop compris, mais il a été vite rassuré. Et ça, en fait, j'ai découvert que c'était aussi une des missions au GIGN. Et toi, c'est quel sentiment qui t'a traversé la première fois que tu as enfilé cette tenue d'opération du GIGN? Alors on l'avait enfilé un peu trop tôt, à mon goût, j'étais en stage. C'est-à-dire que quand on est en stage, alors on nous appelle les chiasses, on n'est rien, on est en dessous de rien, on a tout à apprendre, donc on apprend l'humilité, et on est en treillis. Le treillis, kaki, on a le ceinturon en cuir, le vieux ceinturon en cuir, des holsters en cuir avec le revolver, c'est-à-dire comme étaient équipés nos anciens. C'était une cérémonie et notre directeur de stage nous a autorisé à porter la tenue bleue avec l'écusson. Ça a fait râler tous les opérationnels qui ont dit mais ils ne me la méritent pas, c'est pas maintenant, et quelque part ils avaient raison. Mais par contre le jour du brevet, quand on a enfilé la combinaison, ouais, c'était important. Et surtout avec le brevet sur la poitrine, là, ça prend tout son sens. Et ensuite, la première fois qu'on s'équipe pour une mission, ouais, là on fait partie du GIGN, on fait partie du groupe. Pression supplémentaire, quoi, à ce moment-là. Ouais, alors bah oui, forcément une pression, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de précision, donc beaucoup de concentration, beaucoup de compétences, qu'on essaie d'avoir au maximum en travaillant, qu'on essaie d'atteindre. Et pour moi, même un bon GIGN, il lui faut 6-7 ans avant d'être un bon équipier. Et ça, toi, tu as fait beaucoup de choix dans ta vie qui font l'homme que tu es devenu aujourd'hui, mais après avoir passé 15 ans au GIGN et même avoir atteint la fonction de chef de groupe tactique, il me semble, c'est quoi le choix le plus difficile que tu as eu à faire? Alors, il y a des choix parfois qui sont très compliqués. Je vais te donner un exemple. Tu sais, on fait toujours des briefings avant de faire une mission où les choses sont très théoriques. C'est-à-dire, c'est posé, on a un plan, un tableau, hypothèse 1, hypothèse 2, s'il se passe ça, on fait ça, les conséquences, c'est de la gestion de crise, c'est très théorique. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain, l'environnement peut paraître complètement différent. Et on peut être aux antipodes. Et puis, il y a tout un tas de choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, de ces choses qui s'imposent à nous, ça nécessite un choix. Soit je suis le briefing et je fais de manière presque robotiser ce que je dois faire, ou alors je fais confiance à mon instinct et je fais un autre choix. Et là, c'est compliqué. Quand on est jeune, moi j'ai pratiquement toujours fait confiance à mon instinct. Donc j'ai eu des choix difficiles à faire en intervention qui peuvent être juste, au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. Ce qui fait que derrière, il y a toute une réarticulation. C'est très compliqué de prendre cette décision-là et de faire ce choix-là. Mais à chaque fois, presque à 100%, mon instinct m'a permis de me sauver. Toutes les missions, elles n'ont pas été confortables, j'imagine. Il me semble qu'en 2012, tu as fait une opération à Bagdad. Est-ce que tu peux nous la raconter? Alors, c'était pas confortable déjà parce que j'étais en renfort avec une force qui n'était pas la mienne. Moi, je suis issu du GIGN, ce qu'on appelle le canal historique.
C'est-à-dire c'est le GIGN tel qu'il existait un peu en 94. La grosse structure au-dessus qui gérait le GIGN, c'était le GSIGN. C'est le groupe de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Et dans ce gros groupe, il y avait plusieurs unités. Il y avait le GIGN, l'EPIGN et le GSPR, les gardes du corps du président. Et en fait, l'EPIGN faisait de la protection d'ambassades sensibles après un conflit ou pendant un conflit. Et en fait, il y avait un peu une petite guerre entre ces trois unités, surtout entre l'EPIGN et le GIGN. Quand il y a eu en 2007 la restructuration, c'est-à-dire qu'on a appelé tout le GSIGN GIGN. C'était très politique, très politique. C'était pour concurrencer un peu la police et montrer qu'on avait gonflé les effectifs. Donc on a partagé cette histoire avec les autres, ils ont eu le brevet, voilà, GIGN, enfin c'était incompréhensible pour nous. Donc on les a beaucoup critiqués. Et moi je faisais partie de ceux qui déblatéraient à gorge déployée sur l'EPIGN. Alors en gros c'était oui, ils ne méritent pas d'être GIGN, ils sont tout juste bons à faire le bouclage quand nous on part en intervention. C'est deux métiers différents en fait. Le GIGN va sur la crise, l'EPIGN est dans la crise. Voilà, et gère un poste de défense à 360 degrés. Donc moi je suis resté 3 mois à Bagdad avec des mecs que j'ai critiqués pendant des années. Et moi j'ai vraiment découvert dans les premiers instants, quand j'ai posé le pied à Bagdad, ils m'ont mis le gilet pare-balles, ils m'ont donné le fusil d'assaut et une radio, ils m'ont dit ça commence maintenant. Moi je pensais qu'on allait avoir le temps d'aller à l'ambassade, de poser les valises, d'avoir un briefing. Non, ça commençait tout de suite. Et on a pris la route, tu sais, la route de tous les dangers, là où il y a beaucoup de roadside bombs qui pètent, où les mecs étaient même payés pour un trajet 1800 $, le trajet. C'est dire à quel point il y avait un véhicule sur 4 qui pétait pratiquement. Donc quand on a pris cette route, on m'a dit ouais là ça pue là. Donc ok, j'ai pris conscience du truc et je me sentais pas à l'aise et eux étaient bien. Donc j'ai eu du respect pour eux. Et c'est ça aussi, à un moment donné, c'est faut évoluer. Et ça s'est bien passé finalement. J'ai quand même pris une bastos dans le pied. Oui, que je me suis mis tout seul. Beaucoup m'en ont voulu que je le raconte, que je l'écrive même. Mais en fait, pour moi, dans le partage, on ne partage pas que les réussites. Il faut même surtout partager les douleurs, les erreurs, si on peut, hein, parce qu'en fait, c'est ça qui fait avancer. Alors beaucoup se sont moqués. Pour la petite histoire, un de mes collègues s'est moqué. Et même pas un an après, il s'est mis une balle dans la main. Voilà, faut jamais se moquer en fait. On a compris. Et pourquoi l'opération à la prison de Fleury-Mérogis, c'est une des plus difficiles mentalement pour toi? Parce que ça a été l'une des plus difficiles techniquement. Parce que le tir qui a dû être effectué était très pointu. Il a vraiment fallu que je mette toutes mes capacités de tir en application. J'avais une fenêtre de tir à peu près comme ça, au niveau du cou. Ça, sur une distance alors la plus longue, ça aurait été 20 mètres. Donc là, ça aurait été très compliqué. Je pense même que j'aurais fait un autre choix. Ouais. J'aurais tiré dans la tête. Mais comme on m'avait demandé de l'avoir vivant, et avec le médecin, d'une décision commune, on a décidé de lui tirer dans la colonne vertébrale par le cou. Parce que si je visais l'épaule et que je la loupais, il pouvait encore égorger l'otage. Alors que là, en fait, je pouvais que louper mon tir vers le haut parce qu'instinctivement, l'otage est quand même préservé dans une zone très rouge sur ma visée. Donc en fait, j'aurais levé le tir, je l'aurais tué. Et j'acceptais en fait la responsabilité de le tuer. C'est toi qui as pris cette décision? Ah oui, moi j'ai pris la décision, c'est-à-dire qu'on en a discuté collectivement. Moi, je me suis proposé très tôt de faire un tir. À ce moment-là, le chef de groupe disait non, il n'est pas l'heure de faire un tir, quoi. Pour l'instant, on est encore dans la phase de négociation. Parce que moi, en fait, je sentais que j'avais encore l'instinct. J'avais demandé une paire de jumelles pour voir ses yeux et tout, et je ne sentais pas. Pour moi, c'était presque une exécution. C'est comme ça que je le voyais à l'instant T. Hein. Je me sentais, le premier mot qui me venait, c'est je suis un bourreau. Donc il a fallu travailler, parce qu'en fait, quand tu te dis que tu es un bourreau, quand tu te dis que la précision du tir, allez, tu n'as jamais fait ça. Pas en situation réelle. Il y a un gros stress qui arrive, beaucoup de doutes, il faut le gérer. Donc ça a été très dur en point de vue gestion de stress, parce qu'il a fallu intégrer sur le plan humain que j'allais peut-être tuer quelqu'un, et d'ailleurs il est mort, hein, quelques temps après, des suites de ses blessures, et c'était vu d'avance, on le savait, même le soir même. Et au niveau technique, c'était très compliqué. Donc ça a été une mission assez compliquée, mais très riche d'enseignements personnels et professionnels. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des missions, tu as réussi à te connaître face à l'adversité, si on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que quand on est en mission, on se sent constamment en danger, même après 15 années passées au GIGN, quoi? Ah bah oui, on est toujours en danger parce qu'on ne maîtrise jamais tout à 100%. Le danger, il est partout. Et plus on a travaillé ce que l'on est censé maîtriser, plus on est professionnel
et moins on laisse de place au doute, et moins on se met en danger. Donc c'est pour ça que le GIGN par rapport à un gendarme de terrain ou de brigade sera moins en danger sur une crise, sur un primo-intervenant par exemple, sur une phase où on doit réduire du terroriste. C'est parce qu'en fait le GIGN s'entraîne pour ça, travaille pour ça, a les moyens de travailler pour ça. On a eu des morts en exercice, on a eu des morts en mission, et puis c'est pas parce qu'on a 15 ans ou 20 ans de GIGN qu'on est moins en danger. Parce qu'il y a toujours cette part d'imprévu et on ne sait jamais d'où ça vient, quoi. Donc c'est un travail qui est collectif, individuel, et puis voilà, il faut gérer au mieux. Donc toi, tu as vu des amis mourir avec qui tu as commencé au début? Ouais, ouais, j'en ai un dans mon groupe qui est décédé en mission, c'est Fred Mortier. C'est extrêmement dur parce qu'en fait, on s'attend pas à la mort du collègue, c'est même pas un collègue, je peux pas le voir comme ça, il y a une amitié entre nous. Alors pas tous, faut pas se leurrer, les GIGN ne sont pas tous amis, super frères et tout. En mission, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait cette force, c'est qu'en mission, on est tous des frères, sincèrement. En dehors, en fait, c'est le reflet de la société. Oui, j'avais un pote de promo, au début, on se l'était dit, on dit, mais moi, on n'a rien à voir entre nous. Et puis en fait, les missions nous ont rapprochés. Et puis on était cul et chemise à la fin, quoi. Voilà. Le 9 janvier 2015, le GIGN il devait mener un assaut pour arrêter donc les frères Kouachi, deux des tueurs Charlie Hebdo. Est-ce que 6 ans après, tu gardes encore les images en tête? Est-ce que ça te marque à ce point-là? Ouais, ça marque, mais pour moi, c'est pas une mission, c'est pas la plus marquante de ma carrière. C'est l'une des plus médiatisées, c'est celle qu'on retient. Pour moi, où elle est marquante, c'est qu'il y a eu le choix d'un chef qui a fait le choix de me mettre chef du trinôme de tête. C'est-à-dire là où étaient les frères Kouachi dans le bureau du directeur. Ça s'est pas déroulé comme ça. On n'est pas rentré dans le bâtiment, ils sont sortis du bâtiment. Ils se sont mis un peu en difficulté, mais ils en pouvaient plus, je pense, de cette pression d'attendre. Et moi, j'étais pareil, j'étais prévu en tête et j'en pouvais plus, cette pression d'attendre. J'avais qu'une envie, c'était d'en découdre. Après, sur la mission en elle-même, je vais être très cash là-dessus, c'était du tir au lapin. C'est-à-dire, ils sont sortis, ils ont tiré, le GIGN a tiré. Il n'y a pas que 2 mecs qui ont tiré, il y avait 2 mecs en appui qui étaient sur le bâtiment d'où on voit un peu les images, mais il y avait du monde autour. Tout le monde est arrivé en fait sur eux et puis on les a tirés, oui, comme des lapins, quoi. On les a neutralisés et c'est tout ce qu'ils méritaient, quoi. Pour moi, ils ont même eu trop de plomb. Il y a eu trop de dépenses en fait sur cette mission-là. Je vais pas dire ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait du plus sale avec moins de frais. Je déteste les terroristes et en même temps, j'ai de la peine pour eux parce qu'en fait, c'est des âmes perdues, quoi. Et parfois, c'est des jeunes qui sont complètement perdus, qu'on n'a pas su. Et ça montre un échec de l'humanité, selon moi. C'est de leur faute. Ils l'assument jusqu'au bout. On peut les tuer pour ça. Ils méritent la mort pour ça. Mais quelque part, il y a quand même des leçons à en tirer dans la prévention. Ouais. Et là, ils se font vraiment embrigader, ils se font influencer par... Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus de référence. En fait, à un moment donné, pour certains jeunes, il n'y a rien qui sort du lot. Moi, je critique pas votre génération, je critique l'environnement que nous, on vous a fait, qu'on vous a offert. C'est un environnement, c'est du fake, c'est du carton. Moi, dans les années 80, nos références, elles étaient beaucoup plus solides et on avait une vision d'avenir qui était beaucoup plus optimiste. Vous, aujourd'hui, on est dans l'instantané, on est dans la vidéo, like, dislike, jugement hâtif, sans prise de recul. Puis à un moment donné, pouf, tout ça s'écroule, on va chercher autre chose, il n'y a rien de solide. Moi, mes inspirations, c'était pas des mecs de 19 ans. C'était des mecs qui avaient 35, 45, 50 ans. C'était des mecs qui avaient un vécu. Quand je prends par exemple Stallone, c'était un mec qui avait un vécu. Einstein peut être une inspiration en mathématiques. Pierre et Marie Curie peuvent être une inspiration. Léonard de Vinci peut être une inspiration. Tu vois, c'est fort. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quand j'en parle avec même mes enfants ou d'autres, leur inspiration, on me dit oula, c'est fragile tout ça. Maintenant, beaucoup idolâtrent des youtubeurs. Et les youtubeurs sont juste un lien en fait entre ce qu'ils voient, ce qu'ils observent et ce qu'ils partagent. C'est beau, ça brille, c'est sympa, mais c'est pas solide. Les gens de 45, 50 ans qui auraient cette possibilité d'être des inspirations fortes ne partagent pas. Parce qu'en fait, c'est devenu une arène en fait, la notoriété. Et ils se disent à quoi bon me mettre en danger. Moi j'ai vécu ma vie, ça va, j'ai réussi des choses, j'ai combattu l'adversité. Mais pourquoi me mettre en danger, me faire critiquer? Moi, tu vois, je me fais critiquer par des jeunes de 14 ans qui disent « Ouais, Ton, c'est un gros bouffon, il a jamais été au GIGN, il recherche la gloire. » Tu vois, j'ai pas à être jugé, tu dis ce que tu veux, mais moi, je l'ai fait, quoi, tu vois. Là, maintenant, je vais être acteur, alors oui, je suis peut-être un acteur de merde, peut-être pour l'instant, et ben on verra dans 10 ans, quoi. Mais moi, en tout cas, moi, je vis mes rêves.
Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, à part regarder, critiquer, disliker, liker, machin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu produis? Quelle utilité tu as à la société? Quelle utilité à la collectivité? Tu sers à quoi? Est-ce que tu te donnes une fonction? Est-ce que tu suis tes engagements? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu te challenges? Est-ce que tu sors dehors? Est-ce que tu es capable de... Je te prends, je te balance dans la forêt pendant 3 nuits, débrouille-toi, bouffe, vis, dors, démerde-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ça va, je sais faire. Je suis bien dans ma vie, je suis en paix avec moi-même. Hein. Donc les critiques ne me font pas grand-chose, mais je peux comprendre que certains ne partagent pas à l'heure actuelle. Et c'est dommage parce que la jeunesse a besoin de références. Et je dis pas que j'en suis une. Moi, si je peux être une inspiration, du moins pour le fait d'avoir la conviction de ce que je suis et d'aller atteindre mes objectifs, bah, tant mieux. Mais après, écoute, chacun sa vie, quoi, j'ai envie de dire. Et si on revient un peu au sujet, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir vraiment un sentiment de victoire après une mission et même de crier de joie avec ouais. Ouais, c'était en 2009, sur la mission du Ponant. C'était un trima qui avait été pris en otage dans le golfe d'Aden. On y avait été, alors il était prévu un assaut, sauf que l'assaut ne s'est pas fait. Ça a été négocié, on a récupéré les preneurs d'otages, ils ont été arrêtés. Et en fait, on a ramené les otages voilà, sains et saufs. Nous, on est resté GIGN dans l'avion. Les otages sont descendus de l'avion et en fin de compte, c'était pour la télé. Ils sont descendus, ils ont couru vers leur famille. Et moi, en fait, j'étais au hublot et j'ai regardé ça. Même si on n'était pas intervenu comme Marignane, par exemple, qui sont rentrés, il n'y a pas eu de... Ah, je me suis dit, ouais, on a fait du bon taf là. Et j'étais très ému. Je crois même que j'ai eu les larmes à l'œil. Moi, je suis sensible, on l'a vu. Hein. En me disant, putain, on a fait du bon taf, quoi. Même si on a tué personne, en même temps, les terroristes, les preneurs d'otages ne sont pas comme les terroristes. C'est des villageois, en fait, à qui on donne de l'argent, on donne une feuille de consigne, comment faire une prise d'otage sur les bateaux, et faites-le, et voilà, vous aurez de l'argent. Donc, bon, quelque part, c'était une belle réussite, selon moi. C'est vrai. Et c'est vrai que tu avais une vie de famille pendant toute ta carrière de GIGN. Est-ce que c'est vraiment une responsabilité supplémentaire qu'on a sur ses épaules pendant toute la mission? Ou est-ce qu'on essaye de faire abstraction de tout ça? Ah non, en mission, on fait abstraction. En mission, si tu commences à dire « ouais, je suis père de famille et tout », non, il faut y penser avant, dire qu'en fait, tu te dois de revenir. Faut pas être inconscient. Faut savoir que toi, tu vis ta passion, tu es prêt à mourir pour ça, mais que si tu meurs derrière, qu'est-ce qui se passe pour la famille? Ou pire, si tu es blessé gravement et que tu es dépendant de ta famille, que l'armée va t'oublier, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Voilà, on va te filer une médaille, on va te filer une pension, et encore. Et puis derrière, bah, place aux autres. Et c'est ça en fait. Et c'est la vie. Il faut l'accepter. Moi, j'ai une prothèse au cervical, je ne suis plus au GIGN, je suis inapte. Je suis inapte. Et la famille, bah, tu y penses, tu dis ouais, pour eux, il faut que je me préserve. Donc c'est toujours positif. Mais tu as toujours été transparent à 100% sur les risques avec eux? Non, bien sûr que non, tu peux pas tout dire. Tu peux pas? Non, tu peux pas. Moi, ma femme, en fait, on avait dealé que je pouvais lui dire le maximum de ce que je pouvais. Qu'elle était prête à entendre. Certains faisaient le choix de ne rien dire du tout. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien de pire pour elle que le doute. Ouais. Quand j'étais par exemple en appui, c'est-à-dire je pouvais être à 50 mètres de la baraque où il y avait la crise, avec un fusil, je risquais pas grand-chose. Donc quand c'était ça, je l'appelais, je lui disais écoute, on est sur un forcené, je suis en appui. Bon, c'est pas arrivé souvent, je m'arrangeais toujours pour être en tête ou dans la colonne, parce qu'en fait j'avais des spécialités qui faisaient ça aussi, c'est que j'étais à l'effraction, donc j'étais souvent en tête et j'aimais ça. Et beaucoup de collègues aiment ça, c'est un peu la guerre, hein, pour essayer qui va être en tête. Donc parfois sur le briefing, ça bataille un peu, quoi. Mais c'est normal et c'est sympa, c'est bien ça. Et toi, en fait, tu étais prêt à donner ta vie pour la France. Est-ce que ça serait prétentieux de dire que tu es un héros? Ah ouais, non, je suis pas un héros. Pour moi, le héros n'existe pas, c'est le Marvel. Pour moi, les héros, depuis tout petit, le héros, c'est Superman. Ça, c'est un super héros. Non, c'est un héros. Non, il y a des situations héroïques, des situations où tu vas t'en tirer, mais en fait, comme rien n'est gagné d'avance, bah, tu peux gagner comme tu peux perdre. Un héros, lui, gagne tout. Non, nous, on est des hommes de chair, de sang, soumis aux blessures comme tout le monde, soumis aux émotions comme tout le monde, et puis on prend dans la gueule comme tout le monde, et on fait avec ça, et on fait collectivement, parfois individuellement. C'est l'adversité, et puis il y a des moments, bah, on sort du lot. On se dit, waouh, ce que tu as fait, c'était génial. Oui, bah, c'est dû à un travail. C'est pas le fruit du hasard, c'est dû à un travail. C'est dû parce que derrière, autour de moi, j'étais bien entouré. J'ai eu les bonnes ondes qui m'ont aidé à faire ça, mais on réussit jamais quelque chose tout seul.
Donc on n'est pas un héros, c'est le GIGN qui est un héros. Donc on forme un héros. Je serais peut-être l'orteil gauche de Superman, quoi. Voilà. Et le GIGN, ce serait Superman. Mais tout seul, on n'est rien. Moi, je sors de chez toi, je prends un pavé sur la tronche, ça fera comme tout le monde. Hein. Si je suis un héros, ça glisse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent la vidéo. Si tu devais donner 2 qualités essentielles que requiert un membre du GIGN. 2 conseils, alors ils seront plus généraux que le GIGN, c'est d'avoir une capacité d'adaptation. On dit qu'en ce moment, on vit une crise sanitaire, on vit une crise économique, on vit une crise sociale, on vit une crise sécuritaire. Ce qui a rarement existé, ou depuis très très longtemps, on n'a pas eu ça. Donc en fait, on va droit vers une transition. En fait, on arrive au bout du système. Et cette transition, j'ai pas connu beaucoup dans l'histoire de transition qui se soit très bien passée en douceur. Donc moi, ce que je crains en fait, c'est que chaque individu va être confronté à l'adversité, mais l'adversité très rude. Peut-être même au conflit, peut-être à la confrontation, peut-être même à la confrontation non seulement idéologique, politique, mais peut-être physique. Moi, j'incite au sport de combat, à se confronter à la nature. On ne sait pas, les ressources ne sont pas inépuisables, elles commencent à s'épuiser. Donc peut-être que l'eau bientôt sera plus chère que l'or, et ce sera peut-être une denrée rare, donc il va falloir peut-être se battre pour simplement vivre. Si on ne s'est pas aguerri, si on ne s'est pas confronté à l'adversité, et l'adversité c'est le froid, c'est la faim, c'est la soif, c'est le manque de sommeil, c'est l'accès à la connaissance, c'est lire des ouvrages, se renseigner sur l'histoire, comment nos ancêtres, comment nos anciens ont réagi face à telle et telle crise, ça va être compliqué. Donc pour moi, c'est la faculté d'adaptation et la bienveillance. Tu arrêtes de critiquer ce qui t'est présenté comme un petit con, quoi, finalement. Avoir cette capacité de prendre du recul dans ce que tu as appris, c'est de filtrer, hein, de dire qu'est-ce qui est intéressant pour moi, puis de laisser, puis de remercier le partage. Et puis si c'est de la merde, c'est de la merde. Mais t'es pas obligé de dire c'est de la merde, ça ne me convient pas. C'est tout, ça suffira. Que t'aimes ou t'aimes pas, concrètement, je veux dire, on s'en fout. C'est ça t'apporte ou ça ne t'apporte pas. Si ça t'apporte rien, grand bien t'en fasse et va chercher ailleurs. Et là, ouais, la génération, elle a besoin de bienveillance. T'as vu, hein, dans l'environnement dans lequel on vit, on a besoin de reconnaissance, qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est bien. On a besoin de ça. Ouais. Si on te dit 1000 fois que ce que tu fais c'est de la merde, ça crée un traumatisme. Donc pourquoi aller créer des traumatismes à des gens qui partagent, quoi? Et c'est vrai que toi, ces derniers mois, ces dernières années, tu as donné des cours dans des hôpitaux et puis tu as même développé aussi un outil pour se défendre. Pourquoi c'est important, c'est une nécessité que tout le monde sache se défendre dans le monde d'aujourd'hui? Parce que le monde est cruel. On m'a envoyé une vidéo encore hier soir d'un jeune, je sais pas quel âge il a, qui s'est fait tabasser par 10 mecs. Il est dans le coma. Il n'y a plus de résolution de crise à la loyale. C'est de la violence gratuite. Moi je pense que savoir se battre, c'est bien déjà d'un point de vue sportif, hein. C'est bien pour le cardio, c'est bien pour son physique. L'adversité, beaucoup la rencontrent de manière injuste et déloyale. Moi je pense qu'il faut avoir la connaissance de certaines techniques. Comme déjà savoir mettre quelqu'un KO très rapidement, quoi. Avoir le vice même. Tu sors de chez toi, tu te fais agresser par 2-3 mecs, tu vas pas t'en sortir en disant bon les gars, ok, stand-by, bon on va la faire dans quel style? On en fait en judo pur, en boxe? Non, ça va être très vicieux, très pervers. Donc maintenant, il faut connaître le cadre de la légitime défense et faire en fonction de ça. Et à un moment donné où tu te dis, là les mecs veulent atteindre à ma vie, donc j'ai carte blanche. C'est comme ça que moi je réagis. Je sors, on s'en prend à moi, le mec il a un couteau, il se trouve que, je sais pas, moi j'ai un tournevis à côté, j'ai n'importe quoi, un marteau, ben je vais essayer de parler, de dire ah les gars, essayez, merci, c'est gentil, je suis père de famille et tout, ayez pitié ou passez votre chemin. Par contre, si je vois que ça va aller jusqu'au bout, mais moi je vais y aller, quoi. Et je vais y aller avec mon bagage technique, si j'en ai pas, ça va être compliqué, et avec ma détermination, c'est-à-dire que l'acceptation de prendre des coups mais d'en donner. Puissance 10. Si tu viens avec moi, t'as un couteau, j'ai un marteau, tu loupes ton coup de couteau, moi mon marteau il s'enfoncera dans ton crâne. Hein. Et si je te tue, je suis prêt à l'accepter. Alors c'est dur, mais la vie est dure. Et qu'est-ce qu'on voit à la télé? Tape violence dans la rue sur Google, tu vas en avoir des vidéos. Tu vas passer ta nuit à regarder des vidéos d'agression. Elles sont toutes déloyales et injustes, ouais. Souvent. Donc non, faut être prêt, aguerri, opérationnel, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour 2021? Des films, des beaux films, des belles histoires, avec des messages forts,
avec beaucoup d'action, de psychologie, de torture. J'ai envie, par les films, de donner des clés, des messages, de dire, voyez, ça c'est dégueulasse, hein, vous n'avez pas envie de faire ça. En fait, moi je m'inspire de certaines personnes, je retransmets, je redonne. En ce moment, je lis Sapiens. C'est un livre sur l'humanité, oui. Les origines de l'humanité. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, je prends quelques idées parfois que je vais mettre dans ma conférence. Mais je me les approprie parce que je vais les mettre, je vais confronter à la réalité de mon environnement et de moi ce que j'ai vécu. Et en fait, c'est ça. Bah, là, moi, je fais un partage. En fait, la connaissance, c'est une toile d'araignée. C'est Internet, mais de manière plus subtile, plus intelligente. T'as une citation pour finir? Impossible n'est rien. Et celui dont le pied glisse montre le chemin à beaucoup.